Persuasion de Jane Austen, chapitre 6. Anna n'avait pas besoin de cette visite pour savoir qu'un changement de société amène un changement total de conversation, d'opinion et d'idées. Elle aurait voulu que les Elliot puissent voir combien leurs affaires, traitées avec une telle solennité qu'à Kellynch, avaient ici peu d'importance. Cependant, elle sentit qu'elle avait encore besoin d'une leçon, car elle avait compté sur plus de curiosité et de sympathie qu'elle n'en trouva. On lui avait bien dit « Ainsi, Miss Anna, votre père et votre sœur sont partis ?» Ou bien « J'espère que nous irons aussi à Bath cet hiver, mais nous comptons loger dans un beau quartier. » Ou bien Marie disait « En vérité, comme je m'amuserai seule ici pendant que vous serez à Bath. » Anna se promettait de ne plus éprouver à l'avenir de telles déceptions et pensait avec reconnaissance au bonheur inexprimable d'avoir une amie vraie et sympathique comme Lady Russell. Cependant, elle trouvait très juste que chaque société dictât ses sujets de conversation. Les messieurs Musgrove avaient leurs chasses, leurs chevaux, leurs chiens, leurs journaux. Les dames avaient les soins d'intérieur, la toilette, les voisins, la danse et la musique. Anna, devant passer 2 mois à Uppercross, devait meubler son imagination et sa mémoire avec les choses d'Uppercross. Elle ne redoutait pas ces 2 mois. Marie était abordable et accessible à son influence. Anna était sur un pied de bonne amitié avec son beau-frère. Les enfants l'aimaient presque autant et la respectaient plus que leur mère. Ils étaient pour elle une source d'intérêt, d'amusement et d'occupation. Charles était poli et agréable. Il était certainement, comme esprit et comme bon sens, supérieur à sa femme. Cependant, Anna et Lady Russell pensaient qu'une femme intelligente aurait pu donner à son caractère plus de suite, à ses habitudes plus d'élégance, à ses occupations plus d'utilité et de sens pratique. Il ne mettait beaucoup d'ardeur à rien, si ce n'est au jeu, et il gaspillait tout son temps. Il était d'un caractère gai, s'affectant peu des doléances de sa femme. Il supportait son manque de bon sens avec une patience qui émerveillait Anna, et en définitive, malgré quelques petites querelles, où les 2 parties appelaient Anna à son grand regret, ce couple pouvait passer pour heureux. Il y avait une chose sur laquelle ils étaient toujours parfaitement d'accord, le besoin d'argent et le désir de recevoir un cadeau de M. Musgrove. Quant à l'éducation de leurs enfants, la théorie de Charles était meilleure que celle de sa femme. « Je les gouvernerais très bien si Marie ne s'en mêlait pas, » disait-il, et Anna trouvait que c'était assez vrai. Mais quand Marie répondait à cela, « Charles gâte tellement les enfants que je ne puis en venir à bout », Anna n'était jamais tentée de lui dire que c'était vrai. Ce qu'il y avait de moins agréable dans son séjour, c'était d'être la confidente de tous les partis. On savait qu'elle avait quelque influence sur sa sœur et l'on voulait qu'elle s'en servît, même au-delà du possible. Tâchez donc de persuader à Marie de ne pas toujours se croire malade, disait Charles. Et Marie disait « Je crois que si Charles me voyait mourante, il dirait encore que ce n'est rien. Vous pouvez, Anna, lui persuader que je suis plus malade que je ne l'avoue. » Ou bien « Je n'aime pas à envoyer les enfants à Great House, quoique leur grand-mère les demande toujours. Elle les gâte tellement et leur donne tant de friandises qu'ils reviennent malades et grognons pour le reste de la journée. » Et Madame Musgrove mère, aussitôt qu'elle était seule avec Anna, disait « Oh, Miss Anna, si seulement Madame Charles avait un peu plus de méthode avec ses enfants. Ils sont tout autres avec vous, il faut convenir qu'ils sont bien gâtés. Ils sont aussi beaux et aussi bien portants que possible, les chers petits, mais ma belle-fille ne sait pas s'y prendre avec eux, mon Dieu, qu'ils sont ennuyeux quelquefois. Je vous assure que c'est là ce qui m'embête de les avoir autant que je voudrais. Ce qui m'empêche de les avoir autant que je voudrais. Je crois que Marie est mécontente que je ne les invite pas plus souvent. Mais vous savez combien il est désagréable d'avoir des enfants qu'il faut gronder à chaque instant. Ne faites pas ceci, ne touchez pas à cela, ou qu'on ne peut tenir tranquille qu'en leur donnant trop de gâteaux. Marie disait encore « Madame Musgrove croit ses domestiques si fidèles que ce serait un crime de mettre cela en question. Mais je n'exagère pas en disant que sa cuisinière et sa femme de chambre flânent toute la journée dans le village. Je les rencontre partout, et je ne vais pas 2 fois dans la chambre des enfants sans rencontrer l'une des 2. Si Jemina n'était pas la créature la plus fidèle et la plus sûre,
Cela suffirait pour la gâter. Et Madame Musgrove: je me fais d'une loi de ne jamais me mêler des affaires de ma belle-fille, mais je vous dirais, Miss Anna, parce que vous pouvez y remédier, que je n'ai pas bonne opinion de sa femme de chambre. J'entends d'étranges histoires. Elle est toujours dehors et s'habille comme une dame. C'en est assez pour perdre tous les autres domestiques. Marie ne voit que par ses yeux, mais je vous avertis, soyez sur vos gardes, parce que si vous découvrez quelque chose, il ne faut pas craindre de le dire. Marie se plaignait aussi de n'avoir pas à table la place qui lui était due. Quant à Great House, il y avait d'autres invités, on la plaçait comme si elle était de la maison. Un jour qu'Anna se promenait avec les Miss Musgrove, l'une d'elles, parlant de noblesse et de susceptibilité de rang, dit « Je n'ai aucun scrupule à vous dire, parce qu'on sait que vous y êtes indifférente, combien quelques personnes sont absurdes pour garder leur rang. Cependant, je voudrais qu'on pût faire comprendre à Marie qu'elle ne devrait pas être si tenace, et surtout ne pas se mettre toujours à la place de ma mère. Personne ne doute de son droit à cet égard, mais il serait plus convenable de ne pas toujours le garder. Ce n'est pas que maman s'en soucie le moins du monde, mais beaucoup de personnes le remarquent. » Comment Anna aurait-elle pu concilier tout le monde? Elle ne pouvait qu'écouter patiemment, apaiser les griefs, excuser l'un, puis l'autre, les engager à l'indulgence nécessaire entre voisins, surtout quand il s'agissait de sa sœur. La visite eut du reste un bon résultat. Le changement de place lui fit du bien, et Marie, ayant une compagne assidue, se plaignit moins. Les relations quotidiennes avec l'autre famille étaient très agréables, mais Anna pensait que tout n'aurait pas été si bien sans la présence de Monsieur et Madame Musgrove, ou les rires, les causeries et les chansons des jeunes filles. Elle était meilleure musicienne que celle-ci, mais n'ayant ni voix, ni connaissance de la harpe, ni parents indulgents pour s'extasier sur son jeu, on ne pensait guère à lui demander de jouer, sinon par simple politesse ou pour laisser reposer les autres. Elle savait depuis longtemps qu'en jouant, elle ne faisait plaisir qu'à elle-même. Excepté pendant une courte période de sa vie, elle n'avait jamais, depuis la mort de sa mère chérie, connu le bonheur d'être écoutée et encouragée. Elle y était accoutumée, et la partialité de Monsieur et Madame Musgrove pour leur fille, loin de la vexer, lui faisait plutôt plaisir à cause de l'amitié qu'elle leur portait. Quelques personnes augmentaient parfois le cercle de Great House. Il y avait peu de voisins, mais les Musgrove voyaient tout le monde et avaient plus de dîners et de visites qu'aucune autre famille. Ils étaient très populaires. Les jeunes filles aimaient passionnément la danse, et les soirées se terminaient souvent par un petit bal improvisé. À quelques minutes de Percross, habitait une famille de cousins moins riches qui recevaient tout leur plaisir des Musgrove. Ils venaient n'importe quand, organisaient un jeu ou un bal à l'improviste, et Anna, qui préférait à un rôle plus actif s'asseoir au piano, leur jouait des danses de village pendant 1 heure de suite, obligeant ce qui attirait sur son talent musical l'attention des Musgrove, et lui valait souvent ce compliment. « Très bien, Miss Anna, très bien, vraiment. Bonté du ciel, comme vos petits doigts courent sur le piano. » Ainsi passèrent les 3 premières semaines. Puis vint la Saint-Michel et le cœur d'Anna retourna à Kellynch. La maison aimée occupée par d'autres. D'autres gens jouissant des chambres, des meubles, des bosquets et des points de vue. Elle ne put penser à autre chose le 29 septembre, et Marie, remarquant le 40e du mois, fit cette sympathique remarque. « Mon Dieu, n'est-ce pas aujourd'hui que les Croft entrent à Kellynch ? Je suis contente de n'y avoir pas pensé plus tôt. Cela m'impressionne désagréablement. » Les Croft prirent possession avec une exactitude militaire. Une visite leur était due. Marie déplora cette nécessité. Personne ne savait combien cela la faisait souffrir. Elle reculerait autant qu'elle pourrait. Néanmoins, elle n'eut pas un moment de repos tant que Charles ne l'y eut pas conduite, et quand elle revint, son agitation n'avait rien que d'agréable. Anna se réjouit sincèrement qu'il n'y eût pas de place pour elle dans la voiture. Elle désirait cependant voir les Croft et fut contente d'être à la maison quand ils rendirent la visite. Charles était absent, tandis que l'amiral, assis près de Marie, se rendait agréable en s'occupant des petits garçons,
Madame Croft s'entretenait avec Anna, qui put ainsi établir une ressemblance avec son frère, sinon dans les traits, du moins dans la voix et la tournure d'esprit. Madame Croft, sans être grande ni grosse, avait une carrure et une prestance qui donnaient de l'importance à sa personne. Elle avait de brillants yeux noirs, de belles dents et une figure agréable, mais son teint hâlé et rougi par la vie sur mer lui donnait quelques années de plus que ses 38 ans. Ses manières ouvertes, aisées et décidées n'avaient aucune rudesse et ne manquaient pas de bonne humeur. Anna crut avec plaisir au sentiment de considération exprimé pour la famille et pour elle-même, car dès le premier moment, elle s'était assurée que Madame Croft n'avait aucun soupçon du passé. Tranquille sur ce point, elle se sentait pleine de force et de courage quand ces mots de Madame Croft lui donnèrent un coup subit. « C'est vous, n'est-ce pas, et non votre sœur que mon frère eut le plaisir de connaître quand il était dans ce pays. » Anna espérait avoir dépassé l'âge où l'on rougit, mais certainement elle fut émue. « Peut-être ne savez-vous pas qu'il est marié ?» Elle ne sut quoi répondre. Et quand Madame Croft expliqua qu'il s'agissait du ministre Wentworth, elle fut heureuse de n'avoir rien dit qui pût la trahir. Il était bien naturel que Madame Croft pensât à Edward Wentworth plutôt qu'à Frédéric. Honteuse de l'avoir oublié, elle s'informa avec intérêt de leur ancien voisin. Le reste de la conversation n'offrit rien de remarquable, mais en partant, elle entendit l'amiral dire à Marie « Nous attendons un frère de Madame Croft, je crois que vous le connaissez de nom. » Il fut interrompu par les petits garçons qui s'accrochaient à lui comme à un vieil ami et ne voulaient pas le laisser partir. Il leur offrit de les emporter dans ses poches et fut bientôt trop accaparé pour finir sa phrase ou se souvenir de ce qu'il avait dit. Anna tâcha de se persuader qu'il s'agissait toujours d'Edward Wentworth, mais cela ne l'empêcha point de se demander si l'on avait parlé de cela dans l'autre maison où les Croft étaient allés d'abord. On attendait ce soir-là au cottage la famille de Greathouse. Tout à coup, Louisa entra seule, disant qu'elle était venue à pied pour laisser plus de place à la harpe qu'on apportait. « Et je vais vous dire pourquoi, dit-elle. Papa et maman sont tout tristes ce soir, maman surtout, elle pense au pauvre Richard. Et nous avons eu l'idée d'apporter la harpe qui l'amuse plus que le piano. Je vais vous dire ce qui la rend si triste. Madame Croft nous a dit ce matin que son frère, le capitaine Wentworth, est rentré en Angleterre et ira prochainement les voir. Maman s'est souvenue que Wentworth est le nom du capitaine de notre frère Richard. Elle a relu ses lettres, et maintenant elle ne pense qu'à son pauvre fils qu'elle a perdu. Soyons aussi gais que possible pour que sa pensée ne s'apesantisse pas sur un si triste sujet. » La vérité de cette pathétique histoire était que les Musgrove avaient eu le malheur d'avoir un fils mauvais sujet, et la chance de le perdre avant qu'il eût atteint sa 20e année. On l'avait fait marin, parce qu'il était stupide et ingouvernable. On se souciait très peu de lui, mais assez pour ce qu'il valait. Il ne fut guère regretté quand la nouvelle de sa mort arriva à Uppercross 2 années auparavant. Ses sœurs faisaient aujourd'hui pour lui tout ce qu'elles pouvaient faire en l'appelant pauvre Richard, mais en réalité il n'avait été rien de plus que le lourd, insensible et inutile Dick Musgrove, n'ayant droit, vivant ou mort, qu'à ce diminutif de son nom. Il avait été plusieurs années en mer, et dans le cours de ces changements fréquents pour les mousses dont le capitaine désire se débarrasser, il avait été 6 mois sur la frégate Laconia, commandée par le capitaine Frederick Wentworth, et sous l'influence de ce dernier, il avait écrit à ses parents les 2 seules lettres désintéressées qu'ils eussent jamais reçues de lui. Les autres n'étaient que des demandes d'argent. Il disait toujours du bien de son capitaine, mais ses parents s'en souciaient si peu qu'ils n'y avaient fait aucune attention, et si Madame Musgrove fut frappée par le nom de Wentworth associé à celui de son fils, c'était par un de ces phénomènes de la mémoire assez fréquents chez les personnes distraites. Elle avait relu les lettres de ce fils perdu pour toujours, et cette lecture, après un si long intervalle, alors que les fautes étaient oubliées, l'avait affectée plus profondément que la nouvelle de sa mort. Monsieur Musgrove l'était aussi, mais à un moindre degré, et en arrivant au cottage, ils avaient besoin d'être écoutés et égayés.
Ce fut une nouvelle épreuve pour Anna d'entendre parler de Wentworth et répéter son nom si souvent, d'entendre disputer sur les dates, et affirmer enfin que ce ne pouvait être que le capitaine Wentworth, ce beau jeune homme qu'on avait rencontré plusieurs fois en revenant de Clifton 8 années auparavant. Elle vit qu'il fallait s'accoutumer à ce supplice et tâcher de devenir insensible à cette arrivée. Non seulement il était attendu prochainement, mais les Musgrove, reconnaissant des bontés qu'il avait eues pour leur fils, et plein de respect pour le caractère que Dick leur avait dépeint, désiraient vivement faire sa connaissance. Cette résolution contribua à leur faire passer une soirée agréable.